Bienvenue, Très bien. bienvenue à ce deuxième webinaire de présentation du programme CAS, rythme urbain et sécurité. Je vais effectivement partager mon écran pour vous présenter les bases un petit peu de ce projet, de ce programme et des thématiques que nous souhaitons couvrir. Et on ira un peu plus précisément dans la thématique aujourd'hui des foules urbaines avec Luca Pataroni avec qui on va échanger tout à l'heure. Alors pour présenter ce programme, il faut d'abord préciser que son développement a été financé par la formation continue EPFL, Extension School, depuis maintenant 1 an et demi. Le LASUR, le laboratoire de sociologie urbaine, a fait une proposition donc de montage de ce Certificate of Advanced Studies en rythme urbain et sécurité. L'idée, c'était de partir du constat qu'aujourd'hui, on a une diversité de rythmes de vie, d'usage de la ville qui rend les choses un petit peu compliquées en matière de gestion, concilier l'accessibilité à la ville, la mobilité, la pacification de l'espace public et puis des variations d'intensité entre le jour et la nuit, entre la semaine et le week-end, du fait également de l'organisation d'événements ou de grandes manifestations de plus en plus récurrentes dans nos villes. Donc, on a des nouveaux enjeux, une nouvelle donne dans la gestion urbaine aujourd'hui qu'on peut essayer d'analyser et de réfléchir sous finalement l'angle des rythmes urbains pour penser les enjeux de vivre ensemble et de sécurité. Donc, les enjeux précisément de ce programme, hein, c'est d'essayer de créer un espace d'apprentissage réflexif sur ces façons collectives d'habiter la ville et de cohabiter avec différents rythmes et différentes activités. Cette réflexion, ce projet, il s'adresse tant à des personnes en charge de positions stratégiques ou décisionnelles pour le développement territorial ou l'avenir des villes, aux acteurs finalement des politiques publiques qui sont amenés à gérer in situ, en pratique, un certain nombre de problèmes. On peut penser là tant aux acteurs du travail social que de la médiation urbaine ou même de l'ordre public. Donc, prendre la mesure des enjeux des rythmes urbains, essayer de réfléchir ensemble sur la façon dont ils permettent de penser la ville. L'idée, c'est d'acquérir des compétences, d'analyser. Je parlais de démarche réflexive. L'horizon, c'est vraiment celui-là, c'est de créer un espèce de laboratoire d'échange d'expériences, d'études de cas, d'apports évidemment également théoriques et académiques pour penser les enjeux de la ville contemporaine, les innovations qui s'expérimentent ici ou là en matière, par exemple, de vie et de gestion de la ville la nuit, en matière de gestion de grands événements. Bref, essayer de constituer une communauté très large d'échanges entre professionnels et académiques pour apprendre ensemble à gérer la ville d'aujourd'hui. Donc, on a défini ce cursus de formation en le voulant volontairement relativement souple. 5 modules thématiques sont proposés, des modules de 2 jours qui peuvent être choisis à la carte. Donc, il est possible de choisir en formation courte un ou plusieurs de ces modules thématiques. L'idée, c'est que ça construise finalement un parcours d'apprentissage pour des professionnels qui pourraient commencer par suivre des modules thématiques et ensuite développer un projet personnel avec 2 modules méthodologiques. Le premier qui permettra de poser une question de recherche par rapport à un sujet qui intéresserait le participant ou la participante, un sujet, un dossier sur lequel il est engagé au sein de son administration, au sein de son organisation, et puis au travers des éclairages méthodologiques et thématiques, pouvoir construire une analyse et en présenter les résultats. Donc, il est possible de suivre évidemment l'ensemble de ces modules sur une session annuelle qui partira en septembre, en l'occurrence la première session en septembre 2025, et qui finira en avril, juin pour la soutenance de l'année suivante, mais aussi d'étaler le suivi de ce CAS sur plusieurs sessions annuelles dans un maximum de 4. Donc, un programme flexible, un programme thématique et méthodologique pour doter les participants d'une boîte à outils pour penser leur activité et penser les enjeux de la ville aujourd'hui.
Je vous renvoie pour plus d'informations au site, à la page du site internet qui est de la formation continue qui présente le programme. Vous verrez l'ensemble des modules présentés, une idée également des intervenants, qui soient confirmés ou pressentis, mais vous aurez un panorama assez large de ce qu'on planifie de délivrer à partir de la rentrée 2025 dans le cadre de cette formation. Le public cible, il est volontairement large. Je vous ai mentionné cette idée un petit peu d'horizontalité, de partage d'expérience. L'idée, c'est vraiment de mettre autour de la table des acteurs qui représentent différents regards, différents enjeux, et puis également de gagner en horizontalité en allant croiser des regards stratégiques et des regards opérationnels. Cette formation, elle aura aussi une vocation appliquée. L'idée, c'est d'aller voir les phénomènes dont on parle, d'aller observer la ville, des places publiques, des sorties d'école, des gares, une vie nocturne aussi qui souvent est vécue alors à la fois comme une nuisance de la part des riverains qui veulent dormir ou comme un espace de fête de la part des participants. Donc observer ces différents contextes pour pouvoir en tirer des enseignements généraux de retour en salle de classe. Les cours se dérouleront à l'EPFL pour l'ensemble des modules, sauf un des modules qui sera plus spécifiquement consacré à une forme d'immersion urbaine et qui aura lieu à Genève. Donc, le titre obtenu, c'est un certificat of Advanced Studies en rythme urbain et sécurité urbaine, représentant l'équivalent donc de 10 crédits ECTS. Voilà pour la présentation du programme. On a prévu donc au cours de cet automne de présenter à la fois les thématiques qu'on va couvrir et puis donner une idée aussi un petit peu de la manière de travailler, la manière de réfléchir. On a commencé le 7 octobre avec un premier webinaire sur le thème de la ville et de la mobilité avec Vincent Kaufmann et Guillaume Drevon. On s'est intéressé au rythme, aux enjeux de mobilité, comment par exemple la limitation de la vitesse en ville à 30 km/h pour les véhicules correspondait à la fois à un enjeu écologique, à un enjeu de sécurité publique, de sécurité routière, mais aussi à un horizon de conciliation de différents modes de transport entre la voiture, le vélo, les piétons. Donc on voit bien comment, à travers de ces exemples, se croisent des lectures de la planification urbaine en matière de mobilité, de sécurité et de cohabitation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la ville comme espace dense, comme espace occupé par différents acteurs. La ville, c'est l'espace public. L'espace public, c'est de la foule, c'est des gens qui se croisent, qui stationnent. Euh, la foule dans tous ses états et dans tous ses contextes, c'est des sujets qu'on a pas mal travaillé avec le professeur Luca Pataroni, qui est donc l'invité de ce webinaire aujourd'hui. On va vous présenter aujourd'hui une première réflexion un petit peu générale et puis on viendra, comme lors du dernier webinaire, sur quelques exemples illustrés par des vignettes vidéo qui nous permettront d'incarner un petit peu le propos et puis de se concentrer sur un certain nombre de cas. Bonjour Lucas. Bonjour, bonjour Pascal. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Tu fais partie du conseil scientifique donc de ce programme. On travaille ensemble depuis un certain nombre d'années. Ce projet est aussi l'occasion d'un aboutissement d'un parcours réflexif qu'on a pu avoir ensemble sur la ville, sur la foule, sur l'organisation de grandes manifestations. J'ai noté là quelques questions ou quelques voilà, éléments de point de départ de la réflexion entre des enjeux de sécurité et l'évolution des rythmes urbains, entre la foule qui est constitutive de la ville et puis les comportements collectifs ou comment la sociologie urbaine a pu analyser finalement ce qui se passe entre les individus quand ils sont rassemblés dans un espace public dans une ville. Et puis, on évoquera, parce que c'est finalement des contextes ou des configurations qui ont un effet grossissant, un effet loupe, euh, le régime festif, les manifestations, comment est-ce que les manifestations mettent à l'épreuve la ville en termes d'occupation et de gestion de foule. Peut-être quelques éléments de départ, Lucas. Qu'est-ce que t'inspire l'articulation entre foule et ville dans différents contextes et comment est-ce qu'on peut
poser un certain nombre d'éléments de base dans la réflexion par rapport à l'évolution de la ville et des enjeux de foule. Ouais. Donc, comme tu le notes justement, c'est vrai qu'il y a un rapport assez intrinsèque et constitutif entre la foule et la ville, hein. À savoir que la ville, et avant ça aussi, les grandes places de marché sont des lieux de rassemblement, hein. C'est-à-dire que la ville a cette vocation d'être toujours à la croisée des chemins, hein. Ville commerciale, ville commerçante, ville de marché, mais aussi la ville qui a permis de construire des choses importantes, hein. C'est-à-dire qu'elle a fait venir des ouvriers déjà depuis l'Antiquité, hein. Ça a toujours eu un rôle comme ça de faire venir et faire vivre ensemble des personnes qui sont étrangères les unes aux autres, hein. Dans la ville, au contraire du village, hein, on peut côtoyer des personnes qu'on n'a jamais rencontrées et qu'on peut-être on rencontrera jamais plus, hein. Donc il y a ce rapport constitutif de la ville où sont rassemblés en grande quantité des personnes qui sont étrangères les unes aux autres, hein. Donc il y a ce rapport un peu fondamental. Et la foule, c'est ça, hein. La foule, c'est du rassemblement, c'est de la proximité, avec justement un double horizon, hein. C'est-à-dire que on a besoin de la foule. La foule est aussi le résultat, hein, je veux dire, d'un grand événement, d'un grand marché, d'une foire publique, hein. Tous ces moments qui rythment aussi depuis l'Antiquité la vie des villes. Et en même temps, toute une partie de la ville et de la ville moderne s'est construite en tenant à distance la foule, hein. Parce que dans la foule, au fait, elle peut aussi rapidement être perçue comme un danger, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, la foule, hein, et c'est quelque chose que toi, tu as travaillé beaucoup dans ta thèse, Pascal, elle est, on va y craindre une irrationalité, on va y craindre des émotions que l'on n'arrivera pas à contrôler, hein. Et donc, du coup, on a toujours essayé de transformer la foule en un public, on a un public réglé. Et donc, toute l'histoire de la ville, ça a été aussi une histoire de dire, mais comment on peut faire côtoyer des personnes, mais comment on peut aussi pacifier leurs émotions, les mettre dans des positions d'indifférence civile, comme on dit, hein, d'inattention polie, hein. Comment on peut côtoyer des gens sans que ça bascule, hein, vers des émeutes, vers des paniques, mais aussi vers des gestes déplacés, hein. Donc il y a toute une histoire forte et ambiguë, c'est que la foule, à la fois, on la recherche, elle participe de la richesse de nos expériences humaines, et en même temps, on la craint parce que voilà, la proximité des corps, ben, ça fait naître des désirs, ça fait naître des peurs, ça fait naître des violences. Et donc, voilà, il y a ce magma, hein, qu'on va maintenant, je pense, un petit peu décortiquer dans les moments qui viennent. Mhm. Oui, alors merci beaucoup pour ces premiers éléments. Je parlais un petit peu de la façon dont ces webinaires viennent rendre, par l'exemple, hein, rendre compte finalement du focus qu'on veut essayer de mettre au travers de ce programme de formation. L'idée, c'est d'analyser la ville d'aujourd'hui, donc de voir aussi en quoi la ville d'aujourd'hui est différente peut-être du village, de la sociabilité plus rurale. On oppose l'urbain au rural. L'urbain, c'est comme tu l'as dit, la ville où les gens ne se connaissent pas a priori. Donc, ils vont entretenir des liens d'interconnaissance à l'échelle d'un quartier, par exemple, à l'échelle d'un voisinage, mais se retrouver dans l'espace public inconnus ou indifférents les uns aux autres. Et ça a été développé, étudié notamment par la sociologie urbaine en matière d'inattention ou d'anonymat dans l'espace public, hein, qui est un des enjeux de la ville. Et tu mentionnais l'organisation de grandes manifestations. On a eu l'occasion de travailler là-dessus notamment. Dans l'organisation de manifestations, on vient chercher en tant que participant une forme de densité. Hein, c'est pas marrant un événement où il y a personne, mais qui va avec une proximité des corps, une forme peut-être d'inconfort, mais aussi qui nous donne l'impression de participer à quelque chose d'unique, hein, de pouvoir dire j'y étais. Et cette valeur finalement des manifestations, on pourra y revenir, hein, va avec un certain nombre de risques, hein, ou d'enjeux en matière de sécurité publique, en matière de comportement individuel ou collectif, comme tu le mentionnes, qui donne lieu à une gestion également particulière. C'est pas la même chose de gérer la ville quand un grand événement se déroule que de gérer la ville au quotidien.
y compris dans ses rythmes, hein. Tu parlais du marché, semaine, week-end, le matin, l'après-midi, le soir. Voilà, il y a une forme d'exceptionnalité qui est intéressante à analyser. Euh, peut-être, justement, j'avais dit qu'on allait passer un petit peu au travers de quelques exemples. On a choisi un premier exemple qui est en lien avec les Jeux Olympiques de Paris, puisque c'est dans l'actualité, on en a beaucoup parlé. Et c'est là, pour le coup, un exemple aussi, hein, où des enjeux de rythme, de densité de foule, de sécurité étaient très présents. Le rythme, eh ben, on le voit au travers de ce méga événement qui est un marqueur qu'on considère comme historique, hein. C'est une fois par siècle, c'est une fois par vie. Et donc, il s'agit pour la ville, pour les organisateurs, d'être à la hauteur, hein, de cette épreuve. La foule, c'est celle qu'on attend, c'est celle qu'on espère. On veut de l'engouement, on veut évidemment que la population, les participants assistent, hein, à cette manifestation pour lui donner de la saveur. Mais également, allant avec ça, les enjeux de sécurité. Donc, on a beaucoup parlé d'enjeux de sûreté, on a beaucoup parlé de risques terroristes, en lien avec toute une histoire aussi, hein, des Jeux olympiques. In fine, là, on a voulu donner un petit exemple d'image sur les réseaux sociaux, sur la foule, avant l'accès à la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est des images qui ont été sélectionnées, je le mentionne, par notre collègue Chloé Montaron, qui va chercher comme ça un petit peu des vignettes, hein, des illustrations par rapport à la thématique dont on essaye de s'approprier, qu'on essaye de s'approprier. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette mini-vignette, hein? On voit des gens qui attendent, on voit des gens en ligne, on voit un espace public dense, on voit des forces de police, hein, et on se dit que voilà, l'organisation d'un grand événement, c'est précisément ça, c'est organiser, planifier, mettre en ordre, à la fois rendre la ville hospitalière, mais également se garantir, hein, que l'événement, qui est toujours une forme de débordement, reste dans certaines limites. Est-ce que tu veux, Lucas, commenter ça avec moi sur ce qu'on avait développé sur la nature de l'épreuve, hein, qui est engagée dans l'organisation d'une grande manifestation, peut-être avec l'éclairage de cet exemple des Jeux Olympiques? Oui, alors, bon, là, si je reviens juste sur ce que tu as montré là, c'est intéressant parce que c'est précisément là, c'est l'attente, hein. C'est-à-dire qu'aussi, hein, la gestion des foules et puis le travail, hein, pour lier foule et sécurité, hein, c'est aussi un travail, comme on le dit, rythmique, mais qui du coup passe par différents états émotionnels, hein. Je pense que ça c'est vraiment important, c'est que la foule est la condition aussi de nos émotions, hein. On le verra après, de la liesse, de la fête, de l'explosion. C'est aussi pour ça que les gens continuent à aller au concert, continuent à aller voir des matchs, continuent à aller voir il y a cette coprésence qui est une des conditions sine qua non. À partir de là, en fait, c'est vrai que nous, on s'est posé la question et c'est de se dire, ben voilà, il faut travailler la foule dans différents états. Ici, c'est un état ben, d'attente. Alors, il peut y avoir la question de l'ennui. Si ça attend trop, il commence à avoir des tensions. S'il fait trop chaud, il faut distribuer de l'eau, hein. Donc, il y a, tout d'un coup, il y a un rapport un peu fonctionnel. Et puis, on sait que quand une ville, par exemple, comme Genève, on avait travaillé sur Genève déjà en 2008 sur l'euro. Voilà, il y a une planification logistique, des couloirs par où vont passer les personnes, pour à la fois organiser cet événement, mais pas rendre impossible la poursuite aussi de la vie quotidienne dans la ville, hein. Donc il y a cette articulation, hein. Donc voilà, un dispositif qui doit donner un maximum de confort aux personnes dans un moment qui est le moment de l'ennui, qui est le moment de l'attente, qui peut être aussi parfois un petit peu irruptif, hein, parce qu'on se côtoie. Et puis, mais voilà, donc ça, je pense que c'est un premier temps important. Et puis, il nous tient à la lisière du grand événement. Et puis il nous rappelle effectivement que ces événements commencent bien en amont
du lieu de l'événement, hein, et souvent aussi dans les matchs sportifs, hein, donc on avait étudié, il y avait des spotters, donc des policiers qui venaient d'autres pays pour accueillir les supporters à la gare. Donc voilà, tout d'un coup, il y a tout un, on va revenir sur cette idée, hein, il y a tout un milieu qui se met en place. Voilà, ça c'est un premier temps, je pense, qui est le public qu'on doit déplacer, gérer de la manière la plus efficace et la plus confortable. Puis avec un croisement également d'enjeux de gestion de comportements qui peuvent potentiellement poser problème, comportements antisociaux comme comportements violents ou voilà, attaque si on a en tête le risque terroriste. Mais il y a aussi la gestion de la foule au sens de masse, de flux, de nombre de personnes rassemblées. Là, on est sur des volumes, hein, quand on parle d'une cérémonie d'ouverture des JO assez impressionnante, qui d'ailleurs, la jauge n'a pas arrêté de varier, hein. Au début du projet de cérémonie d'ouverture, c'était 600 000 personnes. Finalement, ça a été fortement réduit. Euh, Comment est-ce qu'on gère du contrôle? Comment est-ce qu'on gère du filtrage, de la sécurisation et en même temps de la capacité à l'échelle aussi d'un espace public on peut essayer d'en définir un périmètre, mais on sera toujours dans un autre périmètre plus grand. La ville, c'est aussi ça. Comme tu l'as dit, on a des espaces dédiés à la manifestation, mais aussi le reste de la ville qui doit, pour partie, continuer à fonctionner. Et cet exemple de la cérémonie d'ouverture, c'est un exemple qu'on va traiter dans le cadre de notre programme parce qu'il est intéressant, notamment pour ça. Comment la mobilité doit être garantie, comment les livraisons, les flux de personnes qui vont travailler, qui habitent, hein, doivent être garantis en même temps qu'on gère des enjeux exceptionnels d'ordre public en lien avec un événement comme celui-là. Mm. Alors, je te propose de passer au deuxième exemple qu'on a choisi. Là, c'est un événement dans une ville plus régionale, hein. On est sur un événement finalement qui n'est pas un événement international, mais un événement qui, à l'échelle de cette ville-là, met à l'épreuve aussi, hein, les fêtes de Bayonne. Les fêtes de Bayonne, qui est une fête historique et qui, quelque part, fait gonfler le nombre d'habitants de la ville de façon exponentielle. Donc, il y a une notion d'épreuve quantitative mais aussi des preuves qualitatives, puisque le comportement, l'état émotionnel et physique dans lequel sont les participants est quelque part assez éloigné, hein, des conventions de l'espace public ordinaire. Lucas, si tu veux parler un petit peu de cette dimension festive, hein, dans la manifestation. Oui, alors, comme je le disais auparavant, hein, c'est-à-dire que toute l'histoire un peu de ce qu'on le sociologue Norbert Elias appelle la civilisation des mœurs, ça a été aussi un peu de pacifier les corps, de ne pas exprimer trop fortement notre présence, de pas se, d'aller habiller dans la rue, de contrôler nos désirs, nos pulsions. Hein, et puis, et donc, l'espace public, en général, c'est plutôt un espace poli, de passage rapide, où on ratifie la présence de l'autre d'un petit coup d'œil furtif et on continue. Et donc, il y a tout ce qu'on appelle une civilité, hein, qui est importante. Dans la fête, dans la fête, ben, on va chercher tout le contraire. On va chercher tout d'un coup des états d'effervescence, de liesse, hein, avec la liesse, donc la joie collective, hein, c'est-à-dire qui contamine de proche en proche, hein, un peu comme quand une équipe gagne et puis on crie à la fenêtre, puis on descend, puis après, mais aussi dans des grandes fêtes populaires où tout d'un coup tout le monde se reconnaît, tout le monde devient participant, participante. Et, euh, et là, effectivement, naît alors un nouvel art de la régulation, hein, un art climatique. Hein, Pascal Vieux aussi a travaillé là-dessus. Un collègue qu'on a beaucoup parlé, qui était Dominique Boulier, et dit voilà, mais comment finalement on va accueillir cette effervescence? Parce que s'il y a une fête où les gens ne sont pas un petit peu dans la joie, voire dans l'excès, s'il n'y a pas des débordements, c'est pas une fête réussie. Et en même temps, s'il y a trop de débordements, tout d'un coup, la joie peut basculer vers d'autres émotions collectives qui peuvent être la panique, la peur, et tout le monde se met à courir, qui peut être la colère, et puis commence à y avoir des bagarres ou des bagarres, des émeutes vis-à-vis de la police. Hein. Donc du coup, on voit bien qu'on est dans un champ
émotionnel qui est fragile et pour lequel il faut réfléchir comment le réguler. Alors, tu évoquais la climatisation. Effectivement, j'aime bien cette image de la régulation des climats urbains. Et un événement dans la ville, c'est un dispositif de montée en température. On veut que l'ambiance soit chaude, on veut voilà, mettre le feu. Et en même temps, on veut que tout cela, tout libératoire et espace de liberté que peut représenter une fête, euh, ben, comporte aussi le risque hein, voilà, du basculement, soit, comme tu le dis, dans la violence ou vers l'accident. Euh, et donc, c'est finalement, au travers d'un programme de formation, celui-là, s'intéresser aux subtilités de ce réglage de la climatisation et quel type de dispositifs permettent hein, finalement au régime festif d'advenir, mais avec un certain nombre de garanties de sécurité. Et c'est précisément ce que montre ce petit reportage là qu'on va vous montrer maintenant de France 3 sur les fêtes de Bayonne, qui présente, on commentera après, mais à la fois le dispositif de coordination mis en place par les autorités et puis la façon dont cette vigilance hein, sur les risques liés à la manifestation se distribue. Des festaires inconscients qui sautent du pont Panneau dans la Nive, repérés depuis le poste de commandement sécurité. Une patrouille est immédiatement dépêchée sur place, ainsi qu'une unité fluviale. Opération de prévention. Ici, gendarmes, CRS, policiers nationaux et municipaux, militaires et pompiers, sécurité civile et SAMU sont mobilisés. Un PC qui évolue d'année en année. Par exemple, cette année, j'ai souhaité qu'on renforce encore la présence des services de protection civile, des services de la préfecture, pour avoir, je dirais, une circulation de l'information qui soit encore plus rapide, pour ne perdre pas de temps à faire circuler les informations depuis le terrain jusqu'au PC. Par exemple encore, on utilise désormais des drones dont les images sont directement renvoyées sur les ordinateurs de la police, ce qui nous permet d'avoir en temps réel la vision de ce qui se passe. La sécurité, c'est aussi l'affaire des peignats et des cafetiers qui proposent des safe talkies, lieux sécurisés pour personnes importunées ou harcelées. Cela en lien avec la mairie, complétant le dispositif prévention grâce à une application propre aux associations et professionnels. S'ils sont témoins d'incidents ou si on leur rapporte des incidents, au biais de cette application, ils peuvent en priorité donc, utiliser les numéros d'appel, donc le 17, le 18, le 112, pour transmettre les informations. Et à défaut, ils peuvent envoyer les messages directement au PCI. Des jeunes festailles rencontrés hier soir adhèrent à ces fêtes responsables. Alors on ne se perd pas étant donné qu'il n'y a pas de réseau dans Bayonne, étant donné le monde et l'affluence des personnes. Donc on est là, on se tient par l'écharpe et voilà, et on se suit. Petit message de prévention, faites gaffe à l'alcool, buvez avec modération et ça se passera bien. Les collectifs féministes sont également présents pour rappeler la place des femmes dans les fêtes. On veut que la rue soit à nous, on veut que la nuit soit à nous. À l'heure actuelle, on vit dans l'insécurité. L'année dernière, on a bien vu qu'il y a des femmes qui se sont faites violer dans les fêtes de Bayonne. Donc oui, on se mobilise, on essaye de faire des actions pour essayer de sensibiliser le public et puis pour dire, écoutez, en fait, on est là, on ne va pas se laisser faire. Mais voilà, la vigilance est évidemment de mise. On déplore ce matin un signalement d'agression sexuelle. Voilà, alors énormément de choses dans ce petit reportage. Je voudrais te faire réagir, Lucas, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, on voit dans le début du reportage hein, ce dispositif sous l'égide du préfet, dispositif interservice du côté des autorités, des services de secours, de l'ordre public. Et puis ces relais de terrain. Ces relais dans la position des quartiers qui considèrent donc leur établissement comme une safe place, dans voilà le concernement qui est distribué parmi les participants, une forme de vigilance ou de sensibilisation hein, qui est opérée, et puis finalement je parlais de cet effet grossissant des manifestations. Bien sûr qu'on est dans une temporalité, dans un espace exceptionnel, mais on voit bien comment les, les enjeux de sécurité du quotidien viennent là se catalyser, ou en tout cas on les place à un niveau un peu plus aigu, ce qui nécessite d'expérimenter des dispositifs qui peut-être peuvent être intéressants à réfléchir pour des contextes plus quotidiens. Je ne sais pas ce qu'inspire ce petit reportage pour toi, Lucas. Oui, oui, alors il est extrêmement intéressant et parlant sur sur les différents plans que tu as évoqués, hein. Je pense que
un des points qui est très intéressant, hein, c'est la manière dont cette question de la sécurité, au fait, elle devient une question collective et on voit émerger ce qu'on pourrait appeler un milieu de sécurité, un milieu qui prend soin des personnes, hein, mais pas simplement. Alors, à la fois, et on l'avait aussi étudié dans d'autres cas, hein, la police elle-même, hein, qui tout d'un coup doit aussi travailler sur l'hospitalité, l'attention, le tact, mais voilà, des commerçants qui vont mettre en place des safe space, hein. Donc, il faut toujours, hein, ménager, hein, des moments où on peut aller de l'avant, mais aussi des moments où on peut se replier, on peut s'isoler, hein, et participer et s'isoler. Chacun à son propre rythme, hein, c'est comme pour la drague, c'est-à-dire on peut exprimer son désir, on peut draguer, mais on veut pas être harcelé et violé, hein. Donc du coup, il y a vraiment un travail important de, 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 de limites et de soins collectifs. Enfin, ça fait penser on avait parlé à l'époque de cette petite ville en Espagne où ils ont supprimé les voitures au centre et puis où les pédibus, hein, qui sont ces choses qui permettent d'amener les enfants dans un environnement hostile, puis on les accompagne pour traverser les rues, se sont transformés en système distribué où les commerçants le matin se postent devant leur magasin et regardent les enfants. Et donc, il y a une sorte d'un coup d'attention distribuée, hein. Et je pense que dans dans ces fêtes où tout le monde doit participer, où on doit collectivement aussi prendre soin, mais aussi contrôler, hein, je pense que c'est très intéressant de penser en termes de milieu. C'est aussi pour ça que nous, la notion de rythme urbain, la notion de spatialité, la notion d'aménagement est pour nous, au fait, condition sine qua non de ces enjeux, hein, et pas simplement des choses qui se passent dans la tête des gens, mais c'est vraiment donner les conditions spatiales, matérielles, rythmiques pour cette possibilité de ces états festifs dans lesquels les gens sont à la fois heureux et pas menacés. Et j'ajouterais à ça aussi euh, le travail en collectif ou en réseau. Parce qu'on voit bien que, alors, évidemment, les manifestations comportent des risques, elles ont aussi des valeurs, hein. En l'occurrence, là, cette fête est attendue pendant toute l'année, comme un moment fort, hein, du calendrier. Il y a besoin aussi, hein, toute société, toute communauté a besoin aussi de moments libératoires, hein, festifs. Et comment faire pour que ces moments festifs ne basculent pas dans le drame ou dans la violence? Euh, eh ben, je crois que là, on a aussi en creux un projet, un horizon qui est celui d'une forme de gestion, de pacification qui n'est pas seulement l'apanage de la force publique. On voit bien dans cette situation-là, ou comme dans d'autres, hein, que la solution, c'est beaucoup moins le traitement, je dirais, réactif, hein, sur le mode du maintien de l'ordre que du travail préventif ou d'anticipation avec de la prévention, avec de la sensibilisation, avec une mise en débat aussi, hein, de ce qui est euh, permis ou pas, acceptable ou pas, où sont les limites dans un espace où précisément elles s'estompent du fait de l'esprit festif, de la consommation d'alcool, jusqu'où est-ce qu'on peut aller quand on fait la fête, hein. Et c'est des vraies questions qui, je pense, traversent ces événements-là et qui méritent discussion entre différents acteurs, entre les organisateurs et les autorités, entre peut-être des acteurs de la prévention et ceux peut-être plus opérationnels, hein, de la gestion événementielle. On a là tout un collectif qui finalement est à l'image, hein, de la variété des profils des participants qui doivent cohabiter. Les gens partie prenante, les acteurs partie prenante de l'organisation des manifestations doivent aussi apprendre à gérer ces enjeux-là ensemble. Je ne sais pas, je pourrais solliciter en fait notre collègue Chloé Montavon qui prépare une thèse justement sur l'espace public, les rapports de genre. Est-ce que tu aurais un commentaire à ajouter sur cet exemple, hein, de la fête de Bayonne
et de la tension entre le régime de festivité et des problématiques du quotidien qui émergent là sous à un niveau, une intensité plus élevée. Là, vous m'entendez, ça va? Oui. Oui. Ce que je trouve intéressant, enfin, moi, c'est le terme de safe talkie qui m'a un peu fait réagir. L'idée d'avoir un endroit qui spatialise justement une forme de sentiment de sécurité. Euh, et ça m'a fait penser aussi au système de correspondants de nuit qu'on trouve ici en Suisse, mais je pense qu'il y a peut-être des représentants des correspondants de nuit dans les personnes présentes à ce webinaire. Et qui en fait tourne dans les rues. Et je trouve que cette dimension d'avoir un espace en fait qui est reconnu comme un espace de sécurité, qui existe aussi dans les festivals, enfin comme on voit à Paléo, où il y a des endroits en fait des tentes de sécurité où les personnes peuvent se rendre, qui fait un intermédiaire entre un poste de police et un endroit où juste on se sent en sécurité est quelque chose qui est intéressant, qui est amené dans cette vidéo. C'était cette expérience de la spatialisation de la sécurité que je trouvais voilà, questionnante. Et puis, puisque le thème qu'on s'est donné, c'est les foules urbaines, là, on voit bien aussi comment la foule danse, occupe l'espace public, prend toute la place. C'est la fête la ville n'existe plus que par la fête. Donc, il y a une dimension évidemment de régime, de climat, d'ambiance, mais il y a aussi quelque chose de très spatial, qui est que les gens sont serrés les uns contre les autres, ont du mal à déambuler. Euh, les fêtes de Bayonne, c'est aussi un événement où il n'y a pas un point de rassemblement unique. On a des gens qui circulent dans la ville avec ces espaces très confinés et voilà, gérer l'expérience, le confort, la sécurité des participants, c'est gérer à la fois cette proximité qui peut devenir un problème en termes voilà, d'accidents, de surdensité, et aussi, on l'évoquait, Lucas, la façon dont la fête, c'est un état émotionnel de l'excitation, l'excitation attendue, l'excitation de l'événement festif, et cette excitation, elle va aussi générer une forme d'excitation qui peut être à caractère sexuel. Tu parlais de drague, j'imagine que c'est en termes de sociabilité aussi un lieu de drague, les fêtes de Bayonne. Mais là aussi, comment trouver, enfin, s'accorder sur la limite dans cet espace festif d'interpellation où le contact est facile, comment arriver à réguler les rapports sociaux dans un contexte comme celui-là? Est-ce que tu as quelques pistes à nous donner? Oui, ça, la, ce qui est, les pistes sont difficiles, mais par rapport à ce que tu disais auparavant aussi sur le faisceau de professionnels aussi et de non-professionnels qui accompagnent cette fête où tous les grands événements, je pense qu'il y a un des enjeux, ça va se jouer dans l'hybridation ou un petit peu déplacer un tout petit peu les savoirs professionnels. Si je revenais sur l'exemple qu'on avait travaillé, nous, il y a déjà plus d'une bien un moment, là, en 2000 l'Euro 2008, on avait filmé, et puis on avait filmé entre autres des policiers qui déplaçaient des supporters en train de fêter, mais sans pour laisser passer le tram, sans que les supporters le remarquent. On avait vu aussi d'autres policiers qui empêchaient de passer, mais en faisant des sortes de pas de danse. Et puis au fait, ce qui avait été frappant pour nous, c'était au fait, en discutant avec l'état-major aussi, le fait qu'ils avaient dû amener dans la foule des policiers en civil, ce qui était inconfortable pour eux, mais qui était bien entendu lié à une volonté de ne pas arriver en Robocop, comme on dit, et donc, on n'est pas dans une gestion répressive d'un événement. On ne veut pas que ces personnes arrêtent de fêter. Et donc, du coup, tous ces thèmes qu'on a depuis une quarantaine d'années sur les polices de proximité, c'est pas simplement effectivement des polices de proximité dans des quartiers qui vont connaître un peu les gens, donc ça c'est aussi une partie, mais c'est aussi une proximité justement où les frontières de qui participe ou pas deviennent un peu floues.
et dans des gestes, des gestes, d'un coup de soin. C'est pour ça que je parle aussi des spotters qui étaient amenés, mais c'était aussi la police judiciaire à laquelle on disait, ben, si vous voyez une bagarre, vous n'allez pas simplement aller vers les personnes, puis les arrêter, puis les mettre au poste, mais vous les séparez, vous diminuez. Donc il n'y avait pas d'emblée une criminalisation de l'escarmouche. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une manière de requalifier, de comprendre en situation. Et donc, c'est le terme, la notion, c'est en situation. Qu'est-ce que c'est un travail de régulation, de contrôle, ou que ce soit commerçant, qu'on soit travailleur social ou policier, en situation, on a la limite entre le répressif et puis le soin, le care, se floute. Et donc, c'est vrai que c'est des savoir-faire qui appellent voilà, des formations professionnelles. Pour nous, le CAS, ça participe aussi de ces. Donc, il n'y a pas de réponse simple, mais il y a effectivement des attentions, et une réflexion collective. Et puis, voilà, nous, on a beaucoup travaillé sur la notion de tact. Parce que le tact, ça permet de concilier deux choses, le contrôle et l'hospitalité, par exemple. Alors, on parlait de climatisation. Ce que tu évoques là, si on continue la métaphore, hein, c'est l'idée de maintenir la température à un niveau élevé sans éviter, enfin, en évitant on soit dans la surchauffe et puis en évitant aussi les chocs thermiques. Voilà ce qu'on avait expérimenté ensemble et ce qui dessine à la fois une réflexion théorique et pratique, hein, c'est comment arriver à climatiser aussi par de l'accompagnement et pas seulement du traitement. Donc, toutes les compétences en lien avec de la désescalade, de la facilitation, de l'accompagnement et de la vigilance, hein, parce que finalement, une foule, on avait aussi analysé ça, une foule se gère par ses entours. C'est au sein d'une foule deux personnes qui vont se bagarrer et il s'agit d'éviter qu'il en ait plus, il y en ait plus, quoi. Donc, comment arriver à circonscrire les problèmes ou voire à les éviter, hein. Finalement, c'est une forme d'empathie avec la foule, hein, qui permet de détecter ces moments d'effervescence ou de possibles débordements et de les traiter en singularité et pas sur l'ensemble d'un collectif, ce qui aboutirait finalement le choc thermique, hein, c'est de dire terminé, maintenant ça se passe mal, on arrête tout, quoi. Donc, il y a cette idée d'accompagnement et puis de savoir-faire un peu méconnu, comme tu le dis, qui sont à la croisée de différentes approches et qui devraient être valorisées. Peut-être un dernier exemple, une autre manifestation, on aurait pu en choisir évidemment beaucoup plus, hein. On a choisi des événements qui se déroulent pas en Suisse, mais on peut, comme l'a fait Lucas, faire des correspondances, hein. On avait en tête notamment la saga des géants à Genève en 2017, qui était donc cette déambulation avec des marionnettes géantes, hein, qui arpentaient la ville et qui étaient suivies par la foule. On a de plus en plus d'événements comme ça qui ne correspondent pas forcément à des activités ou à des points de rendez-vous comme un concert sur une place publique, mais là, sur le mode de la déambulation, un peu moins festive que dans le cas des fêtes de Bayonne, un peu plus contemplative, c'est la fête des Lumières à Lyon. C'est qui consiste, hein, du mapping sur les bâtiments et les gens se promènent dans la ville et assistent, hein, à cette mise en valeur finalement de la ville, des bâtiments, de l'architecture sous un mode original et événementiel. Alors, on va vous passer cet dernier exemple, hein, qui est voilà, aussi une forme de récit médiatique, hein, de la manifestation telle qu'elle s'est déroulée en 2021. Et on a choisi 2021 en particulier parce que c'était le retour des manifestations après le Covid. D'ailleurs, on est encore en mode Covid puisque les participants sont censés porter un masque, hein. Donc, il y a aussi cette question dans la proximité, hein. Le Covid nous a mis face un risque supplémentaire ou additionnel dans la gestion de foule et dans cette forme de densité et de proximité. Voilà, on va passer l'extrait puis on le commentera ensemble ensuite.
Bonsoir monsieur, bonsoir madame, mettez votre main s'il vous plaît, c'est obligatoire ici pour l'animation. Je vous remercie, passez une bonne soirée. Il y a plein d'éliminations et puis c'est sympa, c'est le fait de retrouver pas mal de gens avec les périodes un peu compliquées. It's unbelievable. I think it's very nice. The lights are beautiful. It's been very interesting. It's a great show. I find it very enjoyable to watch. Bon bah moi j'enlève de temps en temps, hein, si vous voulez. Mais bah, on fait avec, hein. Pour l'instant, moi je suis avec, ouais, je suis avec. Alors voilà, de nouveau, beaucoup de choses dans quelques images, hein. On voit là aussi la valeur que peut représenter l'organisation de grandes manifestations en termes de réputation de la ville, en termes d'attractivité. La Fête des Lumières à Lyon, c'est devenu un événement qui valorise la ville d'une façon exceptionnelle, une fois dans l'année, qui fait venir des touristes, des étrangers qui découvrent la ville donc, et qui la découvre aussi apprêtée hein, sous tous ses atours et d'une façon artistique. Et en même temps, cette fête, et j'en ai été témoin puisque j'y ai participé quelques fois, c'est aussi un défi en termes de gestion de flux, hein, de vouloir rassembler comme ça dans l'espace public sans limite de capacité, puisqu'on n'a pas de capacité voilà, de contrôler le nombre de personnes présentes. Comment faire en sorte que voilà, les densités n'atteignent pas des niveaux dangereux et là, qui plus est, dans un contexte de risque sanitaire, euh, ce qui engage aussi la question non pas seulement de la gestion extérieure hein, par des personnes de l'organisation ou de l'autorité publique, mais aussi on parlait d'une forme de distribution hein, de la vigilance ou de la responsabilité, comment les gens sont mis face hein, à leur responsabilité ou à la sensibilité par rapport à des risques qui peuvent entourer leur expérience dans une manifestation. Lucas, sur cette dimension de la responsabilité, qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, alors bon, on arrive à la fin. En fait, je voyais la question de Madame Jolka Ameti, hein, désolé si j'ai, sur la question qui avait finalement, il peut y avoir des informations assez clairement affichées hein, dans les stands de ce qu'on attend de la part des participants, hein, parce que c'est en lien aussi avec l'idée qu'il y avait la possibilité d'avoir un code d'alerte qu'on pouvait donner dans les stands de commerçants. Hein, et j'évoque cette question, c'est parce que c'est ça aussi qu'on voit, hein, c'est-à-dire que finalement, autour du Covid, on a mis en place un certain nombre de gestes qui étaient considérés comme bons par la majorité de la population. Et puis ils sont rappelés. Hein, donc il y a un travail effectivement à la fois de milieu collectif et puis de responsabilisation individuelle par rapport aux bons gestes. Hein. Et ces bons gestes, ben, bien entendu, ça peut être des gestes sanitaires, mais c'est aussi les gestes du consentement, les gestes de l'attention au corps de l'autre. Et donc, et ça, je pense dans les coopératives, il y a des chartes où les gens voilà, reconnaissent. Et il y a certains festivals qui essayent de mettre en place des chartes voilà, donc il y a tout un travail effectivement d'intelligence collective et ensuite de responsabilité individuelle avec chacun enrôlé dans cet événement, bah, il essaye de prendre sa part. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi, cette culture commune de la fête respectueuse. Donc on voit quand même se dessiner des enjeux hein, sur la gestion de ces rassemblements dans l'espace public, de ces foules urbaines. Euh, Comme je le disais, les événements viennent probablement montrer sous un jour grossissant des enjeux qui sont déjà là. Euh, mais il suffit de songer, on parle de densité, de foule rassemblée, de songer à des moments hein, d'afflux massif de voyageurs devant une gare pour voir qu'on retrouve finalement les mêmes configurations, peut-être avec une dimension festive un peu moins intense, quoique ça dépend des heures et des gens. Donc voilà, l'idée c'était de réfléchir un petit peu ensemble autour de ça. Peut-être un dernier mot de conclusion, Lucas?
Voilà. Non, alors je pense que, comme tu l'as dit, hein, cette question de la foule, c'est vraiment c'est aussi celle de la proximité, c'est aussi celle de la coexistence des corps, c'est celle de l'émotion. Et puis, bien entendu, ces questions-là concernent non seulement les grands événements, mais effectivement la gestion quotidienne de nos espaces de vie, dès qu'il y a des moments de rassemblement, des moments des goulots d'étranglement, dès qu'il y a, voilà, dès qu'il y a, au fait, cette ambiguïté de nos villes où on cherche à être proche des uns et des autres pour rencontrer l'inconnu, et en même temps, être proche des uns et des autres peut toujours être une source de risque. Et donc, et ça, je pense qu'effectivement, on s'est concentré sur les grands événements, mais cette question de la foule urbaine, elle traverse bien plus largement les enjeux de sécurité et de rythme urbains. On aura l'occasion d'aller aussi voir d'autres dimensions hein, des enjeux de rythme urbain et de sécurité au cours notamment du prochain webinaire qui portera sur la ville la nuit. Donc vous voyez que les thématiques se répondent hein, et que si on a conçu un programme avec des modules, avec des intitulés thématiques, l'idée c'est absolument pas d'être limitant. Les foules urbaines se réunissent quelquefois la nuit. Il n'y a qu'à songer à l'intensité aussi de la vie sociale à Lausanne, par exemple, les nuits du week-end. On peut considérer que c'est des événements hein, qui ont lieu quasiment chaque semaine, avec ce que ça comporte à la fois d'attractivité et puis de défis en termes de gestion. L'idée, c'est de balayer finalement les enjeux des différences de rythme et d'intensité de la ville et des enjeux de sécurité qui en découlent. Euh, et je le répète de façon très appliquée, en allant voir, hein, comme on l'a fait là, un certain nombre de cas concrètement, en écoutant aussi ce que les acteurs de la gestion pratique de ces enjeux ont à dire en observant nous-mêmes aussi. Ça sera un programme qui sera très documenté, proche de l'expérience ethnographique. Donc voilà, on aura l'occasion de parler avec Luc Gazinski le 25 novembre des enjeux de la ville la nuit, hein, de cette colonisation de la nuit, la ville 24 heures sur 24. Mais avant ça, on peut peut-être s'arrêter là, prendre quelques questions si vous le voulez, puis arrêter l'enregistrement, Miglena. Oui, merci Pascal. Je vais juste arrêter